Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute! Donc bienvenue dans ce webinaire consacré à l'impact, de la réforme de la facture électronique sur les métiers du commerce. CHR, c'est café, hôtel, restaurant et HPA, hôtellerie plein air. Avant de commencer, on va faire un petit mot sur le déroulé. On va d'abord présenter le cadre général de la réforme. Il y a une visio, qui avait été faite, il y a quelques semaines déjà, animée par Gauthier-Boisseau, Samuel Bouturier, mais je ne sais pas si tout le monde, a participé à cette visio, donc on pense que c'est quand même important de reposer un peu le socle et de poser les bases et après, Maxime se chargera de la partie dédiée et spécifique à vos métiers. La présentation va durer à peu près 45 minutes et on garde les 15 dernières minutes, de cette heure de webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions et par rapport à ça, vous pouvez utiliser le chat pour, poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, on va les stocker dans le chat et on y répondra à la toute fin. De façon générale aussi, le webinaire vous sera envoyé en replay dans la journée de demain avec le support et il faut savoir également qu'au niveau du site internet Eureka Pluriel, vous avez une page dédiée à la réforme de la facture électronique et sur cette page, vous pouvez retrouver l'ensemble des supports et aussi une foire aux questions. Puisqu'à chaque fois qu'on a, soit une visio, soit des questions qui arrivent de nos clients par mail, on essaye de mettre les réponses dans cette FAQ de façon à ce que vous puissiez trouver les réponses, aux questions que vous vous posez peut-être, déjà aussi. Donc ce webinaire sera présenté par Maxime, que je vais laisser se présenter, dans quelques instants. Je vais me présenter moi-même, donc Céline Roscastro, je suis expert comptable sur le site de Mérignac, et je suis référente sur le sujet de la facture électronique pour l'ensemble du groupe, avec un certain nombre de mes collègues. Et du coup, moi-même, Maxime Furst, collaborateur comptable et expert comptable stagiaire, pardon, également référent, sur la réforme de la facturation électronique sur le site, de Mérignac. OK. Alors, la plupart d'entre vous nous connaissent, hein, mais bon, un petit rappel quand même sur, le groupe Eureka Pluriel. Donc, on est un groupe de sociétés d'expertise comptable répartis sur toute la façade atlantique, depuis les Sables d'Olonne jusqu'à Bayonne. Donc une vingtaine d'agences, 300 collaborateurs, mais aussi 7 000 clients, ce qui fait qu'on est capable, d'accompagner un certain nombre de secteurs d'activité, avec des compétences sectorielles, assez fortes. Et aussi le gros avantage du groupe, c'est d'avoir un certain nombre de pôles de compétences pour un accompagnement global de l'ensemble de nos clients. Donc, comptabilité, sociale, juridique de façon classique, mais aussi sur des pôles un peu plus spécifiques, gestion, protection patrimoniale, gestion de patrimoine, protection sociale, pardon. Voilà pour la présentation du groupe. Donc, le petit déroulé, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les 2 premiers points, vraiment des cadres généraux de la réforme. Les points 4 et 5 dédiés, aux commerçants et les points 5 et 6 sur, la partie, accompagnement par le groupe et questions-réponses. Alors, pourquoi cette réforme? Donc, 1re information, importante, vous le savez déjà, la réforme avait déjà fait l'objet d'un report, mais il faut garder en tête que, il est totalement improbable qu'elle soit à nouveau reportée. Pourquoi? Parce que c'est un processus européen, on a une directive, qui s'appelle la directive VIDA, qui oblige, l'ensemble des pays, de l'Union européenne à être déjà, dans la réforme de la facture électronique, enfin d'avoir mis en place la facture électronique pour 2030, pour tout ce qui est transactions B2B, donc entre professionnels. Donc il y a beaucoup de pays européens qui sont déjà passés, à la facture électronique. Le dernier en date, c'est la Belgique, qui a rendu la facture électronique obligatoire pour tous, pour tout le monde et pour tout type de transaction depuis le 1er janvier 2026 et le premier pays européen, qui avait mis en place, cette réforme, c'était l'Italie. Ça fait maintenant 7 ans. Alors ça concerne uniquement, le domaine privé, et on reparlera tout à l'heure des raisons, de la mise en place de la réforme. On a un des volets qui reste quand même la fraude à la TVA et
il est convaincu que si l'Italie a mis en place cette réforme, c'était quand même en grande partie, par rapport à ça. Il y a aussi d'autres pays, des pays européens qui se sont lancés, dans la réforme de la facture électronique, puisque l'Argentine de mémoire, peut-être même le Chili, ont aussi franchi, le pas de la facture électronique depuis quelques années déjà. Donc cette réforme, elle est là pour 4 raisons. La première raison évoquée par l'administration fiscale, c'est pour renforcer la compétitivité des entreprises en diminuant la charge administrative. Heu, alors, on y croit, hein, en ce renforcement de la compétitivité, voilà, on aura quand même moins de flux de factures papier, une plateforme unique qui va permettre de centraliser, l'intégralité des flux. Mais bien évidemment, on ne va pas arriver tout de suite à, cette diminution de la charge administrative, on en reparlera par la suite. On a quand même, pas mal de modifications au niveau des procédures dans un premier temps, mais à terme, on reste convaincu que, voilà, on aura une vraie diminution de la charge administrative. La deuxième raison évoquée par l'administration fiscale, comme je disais tout à l'heure pour l'Italie, ça va être de lutter contre la fraude fiscale en allant chercher, la TVA qui n'est pas collectée et la TVA qui serait, trop déduite, peut-être déduite 2 fois, en recoupant du coup des informations puisqu'on aura accès aux flux de facturation émises et aussi aux flux de facturation reçus, donc ce sera assez facile de regrouper tout ça. Dans les objectifs aussi, on a l'accroissement de la capacité de pilotage en temps réel. Pourquoi? Bah, parce que ces flux de facturation, pour certains, seront vraiment envoyés tous les jours et donc l'administration fiscale, mais pas que, aura quand même des indicateurs beaucoup plus précis et de façon beaucoup plus rapide, sans grand décalage de temps, pour voir comment vont les entreprises en France. Et enfin, le dernier point qui est un peu oublié, mais qui est quand même important, c'est améliorer les délais de paiement, puisque là, encore une fois, on aura une trace de la date d'envoi des factures et on aura aussi une trace de la date de paiement des factures. Donc, on sera en capacité, enfin, je dis on, de façon globale, l'administration fiscale, de contrôler que les délais de paiement sont bien respectés sur les transactions, notamment B2B. Donc, comment la réforme va fonctionner? Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'entreprises. La plupart de nos clients et donc j'imagine que vous aussi, vous faites partie des TPE-PME. Donc on a remis les seuils, sur la partie droite de cette slide. Pour être une TPE-PME, il faut avoir moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions de total bilan. Donc si jamais on dépasse 2 de ces 3 indicateurs, on bascule du côté d'une entreprise de taille intermédiaire, donc une ETI. Et alors au-dessus de ce salaire, on parle des grandes entreprises. Donc, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées par la réception des factures. Au 1er septembre 2026, sur la partie émission de factures au format facture électronique, il n'y a que 2 catégories d'entreprises qui sont pour l'instant concernées, ce sont les grandes entreprises et les ETI. Vous, de votre côté, sur la partie émission de facture, vous avez jusqu'au 1er septembre 2027 pour vous mettre en conformité. Attention, ces dates, c'est des dates limites. On a jusqu'au 1er septembre 26 pour, pouvoir recevoir les factures et jusqu'au 1er septembre 27 pour pouvoir les émettre. Donc on peut, bien entendu, être prêt avant ces dates. Donc qu'est-ce que c'est une facture électronique? Donc phrase classique, beaucoup s'imaginent que c'est, un simple PDF, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un document numérique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formats de facture électronique qui existent. Celui qu'on verra le plus, ça s'appelle un format facture X et c'est en effet visuellement un PDF, mais, sur ce PDF, on a un petit fichier, codé, qui, contient toutes les données de la facture, et vraiment des données, très précises et finalement ce sont ces données-là qui vont être lues par les plateformes et par, l'administration fiscale. Donc cette facture électronique, elle est émise et transmise de manière sécurisée entre un fournisseur et un client. Donc c'est pas un envoi par mail, c'est vraiment un envoi sur un canal dédié, entre une plateforme et une autre, et elle va permettre du coup d'automatiser des processus et assurer une conformité fiscale. Donc il y a 3 volets sur la réforme de la facture électronique et c'est peut-être sur ce point-là que tout n'est pas encore très clair, parce que la réforme est quand même assez complexe. Donc, ce qu'on appelle le e-invoicing, ça va être
envoyer et recevoir des factures. On va voir, c'est ce qui concerne finalement les transactions entre professionnels. Le e-reporting de transactions, et on va en reparler, ça va pas être donner une facture à l'administration fiscale, mais ça va être donner un volume de chiffre d'affaires à l'administration fiscale. Et Maxime en reparlera, ça va plutôt concerner les transactions entre une société et un particulier. Et enfin, il y a un troisième volet sur cette réforme qu'on appelle le e-reporting de paiement. Ça concerne les gens qui font de la prestation de service, pour lesquels la TVA, elle se déclare au moment où on encaisse, c'est pas au moment où on facture. Eh ben, il va falloir donner à l'administration fiscale les informations sur quand est-ce qu'on a été payé. Ça, tout simplement, pour recouper les informations relatives à la TVA. Si vous faites de la prestation, mais que l'administration fiscale ne sait pas ce que vous avez encaissé, elle ne peut pas vérifier que vous avez déclaré, pardon, les bonnes informations. Donc ça, c'est un schéma, mis à disposition par l'administration fiscale, alors qui est pas complètement à jour au niveau des termes, puisqu'on voit le mot PDP sur ce document, plateforme de dématérialisation partenaire. C'est l'ancien nom des plateformes agréées. Nous, aujourd'hui, on parle de PA, plateforme agréée. C'est ce tuyau qui va permettre l'envoi des données entre vous et votre client, tuyau sur lequel l'administration fiscale va se brancher. Donc dans ce schéma, on voit un fournisseur qui va émettre une facture ou un flux de factures ou des données de transaction en fonction de la nature de la, de la transaction qui est réalisée, et ça va être envoyé à une plateforme. On voit qu'on a cette petite flèche qui part vers le bas, qui dit que la plateforme, finalement, elle va communiquer avec l'administration fiscale, et c'est cette communication qui est le nerf de la guerre au niveau de la réforme. Et on voit que cette même plateforme, avec la petite flèche qui part vers la droite, elle est capable de communiquer avec une autre plateforme quand je suis dans le cas d'une transaction entre 2 professionnels. Voilà, c'est le gros changement de la réforme, il est là, c'est que, avant, je m'envoyais une facture par mail, par courrier ou peu importe le mode d'envoi de la facture. Demain, elle va passer dans un tuyau sur lequel l'administration fiscale sera branchée, et donc l'administration fiscale saura l'ensemble de vos transactions réalisées, avec des tiers. On va rajouter, du coup, une notion de cycle de vie des factures, puisque sur les plateformes, on va avoir des statuts de facture. Le premier tout simple, j'ai déposé ma facture sur une plateforme, et donc cette même facture pourrait tout simplement aussi ne jamais arriver puisqu'elle pourrait être rejetée. Un point par rapport à ça, aujourd'hui sur vos factures, si vous ne mettez pas toutes les mentions obligatoires de facture, ça ne vous empêche pas de l'envoyer par mail, ça ne vous empêche pas d'être réglé. Heu, on a quand même des pénalités, qui peuvent arriver, hein. Les mentions obligatoires de facture, peuvent faire l'objet de sanctions, si jamais vous avez un contrôle, mais il y a rien de bloquant. Demain, avec cette notion de dépôt de facture sur une plateforme, s'il vous manque des champs sur votre facture, en fait, elle arrivera même pas puisqu'elle sera directement rejetée au moment du dépôt par la facture. On a un emailing qui devrait partir, bientôt sur, les mentions obligatoires de facture pour vous les rappeler, et surtout, gardez en tête qu'avec la réforme de la facture électronique, on a des nouvelles mentions obligatoires de facture qui vont arriver. Heu, voilà. Donc ma facture déposée, rejetée, et ensuite elle va suivre son chemin jusqu'à la plateforme de l'acheteur sur laquelle on va avoir d'autres statuts. Donc on en a beaucoup qui sont affichés sur cet écran, mais ceux qui sont obligatoires, ce sont tous ceux avec la pastille verte. Mais aussi on peut avoir des plateformes, hein, qui proposent des statuts intermédiaires, on va dire. Non, on va s'intéresser uniquement aux pastilles vertes. Cette facture, elle peut être refusée, pardon, par mon acheteur, parce qu'il a peut-être reçu une facture qui n'est pas du tout pour lui. Elle peut être aussi refusée parce qu'il y a un litige sur la facture. Elle peut être refusée partiellement parce que, il y a peut-être de la marchandise qui n'a pas été livrée sur cette facture. Et enfin, le dernier statut, une fois que la facture a été, validée finalement, à la fois par la plateforme et par l'acheteur, on a la notion d'encaisser. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Sur les plateformes, il va falloir venir indiquer si j'accepte la facture ou si je la refuse, et il va falloir aussi être en capacité d'indiquer si la facture a été réglée ou si elle est en attente de paiement.
Donc voilà pour la partie, cadre général de la réforme, vraiment dans les grandes lignes et pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, on va vraiment, parler de la partie commerçant et je vais laisser la parole à Maxime pour cette partie-là. Alors, en effet, pour le moment et à l'heure actuelle, vous êtes, confrontés à surtout une obligation, l'obligation de déclaration de TVA mensuelle pour sans doute la plupart d'entre vous. Là, on va rajouter 2 voire même 3 obligations, complémentaires. Cette, comme, Céline l'a mentionné, le plus courant sera l'e-invoicing, donc qui sera la facturation purement B2B, donc de professionnel à professionnel, qui devront transiter par ces plateformes agréées. On a ensuite ces 2 volets de ce qu'on appelle le e-reporting, qui seront en fait un envoi de données regroupées. Ce sera notamment le cas, à la fin de la journée, par exemple, chez un restaurateur, fin de la journée, la caisse envoie, toutes les transactions de la journée, toutes les ventes de la journée. Donc, on aura dans ces 2 volets le e-reporting de transactions, qui enregistre les transactions enregistrées dans la journée, par exemple. Et donc ça, on le retrouvera principalement pour tout ce qui est transactions B2C, donc du professionnel que vous êtes vers vos clients particuliers, mais aussi, petite particularité qui ne concernera pas tout le monde, mais le B2B, donc professionnel à professionnel dans le cadre international. Voilà, si vous vendez à l'export. Et ce dernier volet du e-reporting, qui sera le e-reporting de paiement, qui concernera surtout les prestations de services. Et là, on va rajouter peut-être une couche de complexité pour ceux qui n'auront pas opté, en tout cas, sur la TVA, l'option de la TVA sur les débits. Parce qu'il y a toujours la possibilité de en fait, d'enlever cette notion de e-reporting de paiement lorsque vous aurez opté sur la TVA sur les débits. Voilà. On va ensuite s'intéresser un peu plus sur le côté cas concret qui a été, qui vous concerne. Donc, la, on va un peu vous illustrer, si vous voulez, le concept, notamment avec la vente de marchandises. Donc, on a pris l'exemple, nous, de quincaillier ou de la vente d'habillement, tout simplement. Donc, encore une fois, on va à chaque fois devoir évaluer si le client est un professionnel ou un particulier. Parce que dans tous les cas, le professionnel, il faudra lui envoyer par la plateforme et sa facture de e-invoicing. Alors que dans le cas de tous les particuliers, le flux de données partira avec le e-reporting de transaction. Et là aussi où on voulait appuyer notamment, c'est si vous êtes actuellement soumis à la TVA mensuelle, vous faites 12 déclarations annuellement, ben là, il faudra rajouter des déclarations par décade, comme ils ont appelé ça à la DGFiP. Donc, tous les 10 jours, il y aura des déclarations de e-reporting à envoyer aux impôts. Donc, ce qui nous passe en fait de 12 déclarations annuelles à 48, donc 12 plus 36. Donc, il y aura, enfin, c'est là aussi où, quand on parlait de l'assouplir l'administratif, bah, ça ne sera pas tout de suite parce qu'il y a quand même toute cette mise en place à assurer. Voilà. Dans le deuxième cas, donc, qui sera plutôt le cas des prestations de services, donc notamment la restauration, l'hôtellerie, coiffeur, esthétique. À nouveau, il peut encore de nouveau subdiviser les flux entre vente aux professionnels et aux particuliers. Et là, comme on est sur de la prestation de service, on va rajouter cette petite subtilité en plus, c'est-à-dire qu'il y aura en plus le e-reporting de paiement. Donc, on retrouve la même chose, le e-invoicing pour les professionnels, le e-reporting de transaction, qui est exactement la même chose que pour la vente de biens, mais vous rajoutez le e-reporting de paiement, donc au moment du paiement. Et là, on rajoute finalement 12 déclarations annuelles. On peut Voilà, passer à 60 déclarations si les comptes sont exacts. voilà, c'est ça. Donc on passe de 12 pour le moment à 60, ce qui va augmenter considérablement, en tout cas le suivi. Ça va demander beaucoup de suivi et du coup, des process internes qui vont sans doute devoir être revus. Voilà. Dernier cas un peu plus complexe, n'ayez pas peur, la slide est rechargée. On on a juste pris le cas de finalement de cas un peu plus mixte, heu,
On a pris l'exemple de fleuriste, par exemple, ou de restaurateur qui aurait aussi une partie traiteur ou, par exemple, qui assure les mariages. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, on peut avoir soit uniquement de la vente de biens, soit uniquement de la vente de prestations, soit un mélange. Donc, on reprend classiquement. Si vous êtes uniquement sur de la prestation, on retrouve notre schéma de subdiviser entre professionnel et particulier. On retrouve le e-invoicing ou le e-reporting de transaction. Et comme vous êtes sur la prestation, il y aura toujours ce e-reporting de paiement. Maintenant, quand on est sur le cas de prestation complémentaire à la vente de biens, dans notre exemple, on a pris le cas d'achat de vêtements avec retouche. Finalement, on est dans une règle où l'accessoire suit le principal. Donc là, vous resterez sur l'aspect de vente de biens. Néanmoins, ce qu'il faudra retenir, il n'y a plus de possibilité de noyer la prestation avec la vente du bien. Il faudra quand même avoir un petit article sur votre caisse pour bien préciser à quel, finalement, la vente de biens était à ce niveau de prix et la vente de prestations représentait tel prix. Il faudra à chaque fois et dans tous les cas de figure, dès que vous avez en fait les deux, biens et prestations, bien les différencier. Ça sera, dans le e-reporting de transaction, là, en fait, c'est à ce moment-là, du coup, qu'on aura besoin d'avoir cette différenciation puisqu'il faudra pouvoir indiquer le volume de chiffre d'affaires réalisé avec des particuliers sur la période de 10 jours, sur la partie vente de marchandises et sur la partie vente de prestations. Voilà, et dans ce cas de figure, pour revenir sur l'exemple, on s'allège un petit peu de la charge du e-reporting de paiement parce que, comme je mentionnais, l'accessoire sur le principal, on est principalement sur de la vente de biens. Donc, pour les professionnels, on ne sera que sur du e-invoicing et la vente aux particuliers uniquement sur du e-reporting de transaction. Voilà. Alors, on va vous parler également des cas d'usage. Alors, ce mot qui est peu évocateur, je trouve, référence en fait des cas particuliers qu'a soulevé la Direction générale des finances publiques et qui ont été aussi référencés dans un référentiel, je me répète, mais dans un référentiel de l'AFNOR. Et on va justement en suivant mentionner certains qui s'appliquent aux commerçants et aux restaurateurs. Je crois que on est pour le moment à 44, mais c'est pas complètement figé. En ce moment, il y a quand même une mise en pratique. Certaines entreprises volontaires jouent le jeu avec la Direction générale des impôts pour la mise en place, pour le testing. Donc, peut-être qu'il y en aura plus. Il y aura certains cas, en tout cas, qu'on ne développera pas forcément aujourd'hui, mais où il y a encore des incertitudes. Donc, on voit qu'il y a encore des évolutions potentielles sur, en tout cas, des cas de plus en plus particuliers. Donc, ce qui va vous concerner, on va commencer en tout cas par le cas des restaurateurs, des notes de restauration. Pour simplifier, je ne vais pas vous lire toute la slide, je vous laisserai tranquillement le temps de la lire. Mais on va reprendre en fait encore une fois notre différenciation entre est-ce que votre client est professionnel ou particulier. S'il est particulier ou s'il ne s'identifie pas comme professionnel, on va faites finalement votre transaction classique qui va partir en e-reporting de transaction. Maintenant, il y aura juste peut-être un montant, un seuil à retenir, c'est le montant de 150 euros. Parce qu'en effet, à partir de 150 euros, pour les professionnels, il y a une obligation de facturation électronique de e-invoicing. Donc évidemment, s'il ne s'identifie pas, vous ne pourrez pas le savoir, mais c'est là aussi, encore une fois, peut-être que dans les process internes, il faudra se poser la question de, si vous avez une facturation de 150 euros, peut-être poser la question de, est-ce qu'il vous faut une facture? Voilà, parce qu'il y aura cette obligation. En dessous de 150 euros, que votre client soit professionnel ou particulier, la transaction partira, quoi qu'il arrive, en e-reporting. Voilà. Ça, ça restera assez classique. Et pour le moment, en tout cas, dans les cas d'usage qui ont été développés par la DGFiP, ces cas de 150 euros, ce seuil n'est toléré,
C'est une tolérance qui a été appliquée pour les restaurateurs. Donc pour les petites transactions, de commerçants, ce que nous, en tout cas, on retient, c'est qu'il y aura toujours une obligation de e-invoicing si votre client est professionnel. Mon client, professionnel qui va chez un quincaillier et qui achète, 3 vis et qui en a pour 50 centimes, on aura l'obligation d'émettre une facture au format facture électronique qui devra transiter par des plateformes. Voilà, bon, à voir en pratique parce que, finalement, si la personne ne s'identifie pas comme professionnelle, ça pourra être en e-reporting de transaction et après ça sera dans leur cadre de process interne de note de frais. Mais on rentrera pas dans les détails de la note de frais, en tout cas aujourd'hui. Mais voilà, à retenir que finalement la réforme est assez complexe. On va mentionner également du coup le cas d'usage, qui est dans le cas, une fois de plus, qui est en le cas d'usage 30, c'est la facturation a posteriori. C'est comme ça que ça a été mentionné. Je reprends l'exemple de la restauration où, tout simplement notre, professionnel est allé manger au restaurant, il a eu pour moins de 150 € et puis finalement il se rend compte que dans les process internes de son entreprise, on lui demande une facturation électronique sous format e-invoicing. Il peut très bien revenir chez le restaurateur à la fin du service ou même le lendemain ou 2 semaines après, peu importe, et demander ce nouveau format. La particularité dans ce cas-là, c'est comme la transaction sera déjà partie par le e-reporting, il faudra faire une mention spécifique sur la facture e-invoicing, comme quoi la TVA a déjà été collectée, tout simplement pour éviter la double collecte. C'était notre cas et je te redonne la parole. Et donc, comment la réforme va-t-elle se mettre en place et que faire? Alors à ce sujet-là, vous avez reçu un certain nombre d'emails, ces derniers temps de notre part, une grande partie en lien avec la réforme de la facture électronique. Donc on est conscient que vous recevez beaucoup de mails, mais c'est une volonté de notre part d'essayer de vous donner le maximum d'informations sur, tous les changements, réglementaires et les évolutions qu'on a en ce moment. Donc vraiment lisez nos mails. Hem, on en a un justement dédié sur, cette partie-là, donc le diagnostic et la mise à jour du RNE. Je vais commencer par, la partie mise à jour RNE. Alors qu'est-ce que c'est que le RNE? C'est, le registre national des entreprises, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un registre qui se substitue aux anciens registres qui étaient le RCS, donc le registre des commerces et des sociétés, et le RM, le répertoire des métiers, et aussi, certains registres dédiés à, par exemple, les métiers de l'agricole. Donc aujourd'hui, quand on immatricule une entreprise, la démarche se fait au niveau du guichet unique de l'INPI et c'est l'INPI qui va alimenter mon, RNE. Quand le RNE a été créé et que les données des autres registres ont été migrées finalement pour basculer sur ce RNE, ça s'est pas passé exactement comme ça aurait dû et il y a un certain nombre d'informations qui n'ont peut-être pas suivi. Sauf que ce RNE va avoir une importance dans le cadre de la réforme de la facture électronique puisqu'en fait, il agit un petit peu comme un annuaire central, des entreprises et tout simplement, votre client fait enfin votre fournisseur vous fait une facture avec un numéro de SIRET parce que vous avez eu un transfert de siège social il y a pas longtemps, donc votre SIRET a changé. Si jamais au niveau du RNE, ils n'ont pas tenu compte de cette information ou ça fait partie des informations qui n'ont pas suivi, la mise à jour, il va y avoir une discordance entre la base de données de l'État et les informations qui vont être indiquées sur vos factures. Donc dans ce cas de figure-là, alors on n'a pas encore, confirmation que les factures n'arriveront pas, mais il semblerait que ça puisse causer du coup des erreurs sur la partie émission et réception de factures. Voilà, donc un RNE mal renseigné risque de poser souci. Donc de notre côté, pour les clients dont on assure la mission juridique, les juristes vont aller regarder si une mise à jour du registre national des entreprises est nécessaire. On pourra prendre 2-3 minutes à la fin là, pour vous montrer où on trouve le RNE et comment on cherche dans l'entreprise. Et parce que vous pouvez aussi tout simplement, vous, de votre côté, vous mettre peut-être une alerte sur attention, mon RNE n'est pas à jour. Mais voilà, on a profité de l'email sur la mission diagnostic que je vais évoquer dans quelques instants pour mettre quand même une alerte sur cette histoire de RNE,
Donc c'est pas, nous qui avons, manqué à nos obligations, c'est vraiment, une histoire de fusion de bases de données et malheureusement, comme dans beaucoup de mises à jour informatiques et de regroupement d'informations, on a des choses qui ont sauté au niveau de l'État et il y a un décret qui est sorti, il y a quelque temps déjà, qui oblige les entreprises à venir contrôler, leur RL. Donc je ferme la parenthèse, RNE et j'ouvre celle du diagnostic. Alors comme vous avez vu, la réforme, elle est quand même assez complexe. On a, des spécificités en fonction de votre activité. On va avoir cette histoire de cas d'usage. À notre sens, c'est indispensable de commencer par un diagnostic, donc un audit qui va permettre d'identifier, bah, comment votre entreprise est concernée par la réforme et est-ce qu'il va falloir changer des choses en interne chez moi? Soit au niveau de mes outils, soit au niveau de mon fonctionnement, soit au niveau de mes procédures, enfin, voilà, vraiment le cadre général de votre organisation. Est-ce qu'il va falloir changer des choses pour que la réforme se passe bien? Donc, quand on réalise ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par cartographier tous les flux. Voilà. Aujourd'hui, comment vos factures arrivent? Combien il y en a? Par quels moyens elles arrivent? Comment elles sont traitées? Est-ce que vous avez un système pour suivre le recoupement entre des bons de commande, les factures, enfin, suivre les règlements? Voilà. Comment vous êtes organisé pour tous ces flux-là? On va aussi, en profiter pour regarder vos procédures. Donc, bah, voilà, comment, par exemple, sont archivées vos factures? Comment vous émettez vos factures? Comment elles sont validées? Comment elles sont envoyées? On va en profiter aussi pour voir quels sont les cas d'usage qui vous concernent. Donc Maxime disait, on a 44 cas d'usage là aujourd'hui, et de se dire, beh, OK, vous, qu'est-ce que vous faites dans vos pratiques et quels sont les cas d'usage qui vous concernent? Et cette information, elle sera importante pour le choix des outils derrière. Et on en profitera aussi pour se poser la question d'une éventuelle option sur les débits. Ça a été évoqué rapidement par Maxime, mais quand je fais de la prestation de service, j'ai une obligation complémentaire, cette notion de e-reporting de transaction. Cette obligation de paiement, pardon. Même nous, on s'y perd. Donc le e-reporting de paiement, c'est dire: «J'ai reçu l'argent de ma prestation». On va voir que dans certains cas de figure, heu vous émettez la facture et vous êtes payé finalement le même jour. Je prends un restaurateur, la plupart du temps, on fait pas d'ardoise. Je mange au restaurant, je paye et donc on n'a pas de temporalité différente entre, l'émission de la facture et l'exigibilité de la TVA. Donc dans certains secteurs d'activité, opter sur les débits n'aurait aucune incidence en matière fiscale et en matière de paiement de TVA, mais par contre enlèverait une obligation qui, engendre 12 déclarations annuelles. Et donc cet audit, ce diagnostic, il va nous permettre en fait aussi de faire le point sur vos logiciels existants. Qu'est-ce que c'est votre logiciel de caisse? Déjà, est-ce que vous en avez un? Est-ce qu'il est prêt pour la réforme? Est-ce qu'il va falloir le mettre à jour? Est-ce qu'il va falloir acheter une nouvelle solution? Et si on fait une mise à jour ou qu'on achète une nouvelle solution, quelle solution il faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait comme caractéristique pour qu'elle corresponde à votre organisation? Et après, venez regarder aussi comment la plateforme va communiquer avec votre caisse, si vous avez d'autres outils pour du suivi de trésorerie, du suivi de budget, enfin, vraiment, comment en fait tous ces outils vont pouvoir, communiquer entre eux. Donc ce diagnostic, il est vraiment important pour que finalement la réforme se passe de façon la plus simple et naturelle possible et qu'on soit bien dans cette idée d'alléger la charge administrative des entreprises pour que finalement avec un système d'information bien organisé et des procédures et des fonctionnements internes qui vont dans ce sens-là, les choses se fassent de façon fluide et naturelle. Donc la plateforme agréée, c'est, ce petit tunnel-là qu'on va venir brancher à notre solution de facturation. Donc soit mon logiciel de caisse, soit mon logiciel de facturation pour ceux qui n'ont pas de caisse. Et donc cette plateforme agréée, c'est un choix important à faire. Donc on a l'obligation d'en avoir une, ne serait-ce que pour recevoir les factures en septembre 26. Sauf qu'aujourd'hui, l'État a fait le choix de privatiser, les plateformes agréées. Dans le premier volet de la réforme, il était prévu qu'on ait un ça s'appelait le PPF, le portail public de facturation, si je ne dis pas de bêtises, qui était une plateforme agréée gratuite mise à disposition par l'État. Finalement, ils ont changé leur fusil d'épaule, je pense que c'était une contrainte budgétaire, énorme, qui fait que c'est 100 dans le secteur, privé, pardon.
Le problème du 100 dans le secteur privé, c'est que, bah, c'est très lucratif, hein, de se dire, «Je vais monter une plateforme parce que, j'ai cette notion d'obligation d'en avoir une et d'obligation d'avoir mes flux qui passent dessus». Donc bah, on a un peu de tout. Est-ce qu'elles ont bien toutes été immatriculées? Donc nous, ces informations, on les a. Le choix de la plateforme aussi, bah, il ne faut pas choisir n'importe quoi parce que si elle n'est pas capable de communiquer avec votre caisse, bah, finalement, il va falloir ressaisir dans une plateforme toutes vos informations de votre caisse. Il faut aussi se poser la question des services qui sont proposés, s'il y a un support client, si on a un problème, comment ça va être géré? Comment sont conservées les factures? Est-ce qu'elles respectent bien les normes AFNOR de l'archivage? Et surtout la question nerf de la guerre, qu'on m'y écoute, puisqu'on a, des premiers retours, hein, sur des coûts de plateforme, ça fait pas très longtemps qu'on a des tarifs, jusqu'à maintenant c'était assez obscur et ça avançait pas trop, heu, mais il y a des plateformes qui peuvent avoir un coût important. On a eu un retour il y a pas longtemps d'une plateforme qui facture 2,50 € par, flux qui passe sur la plateforme. Vous recevez votre facture Orange, 2,50 €. Vous recevez votre facture EDF, 2,50 €. Vous recevez une autre facture, 2,50 €. Donc on s'imagine bien que ça peut aller très vite et finalement, avec l'accompagnement qu'on vous propose, on va pouvoir réfléchir ensemble à, bah, des préconisations ou peut-être exclure certaines plateformes que vous avez peut-être, enfin, on a un certain nombre de sollicitations, en fait, de la part des plateformes, nous-mêmes, on en reçoit des sollicitations, donc nos clients, enfin vous aussi. Mais voilà, on a quand même, un choix important à faire sur le choix de la plateforme et le diagnostic va pouvoir nous permettre d'exclure des plateformes qui cochent pas toutes les cases, par rapport à votre organisation et de réfléchir un peu sur cette notion de tarif. Oui, je pense que comme on parlait des cas d'usage, on a vu que certaines, plateformes n'étaient pas forcément on n'aura pas les 44 cas d'usage en utilisation. Donc là aussi, le diagnostic a son importance pour voir finalement quel cas d'usage sera applicable à votre entreprise et quel cas d'usage peut être géré par la plateforme agréée. C'est tout ce regroupement d'informations qui pourra être, du coup, étudié pendant le diagnostic. Ouais, l'idée à la fin, c'est qu'on ait des outils qui correspondent à vos usages, qui se connectent à une PA de façon native et naturelle, sans ressaisie d'informations et surtout avec un modèle tarifaire qui correspond à votre budget et votre activité. Donc, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Donc, on l'a dit juste avant, donc nous, on est là pour vous aider sur toute la partie diagnostic pour, bah, vérifier, comment la réforme va vous impacter, de façon à ce qu'en fait, cette réforme qui est une obligation ne soit pas une contrainte, mais plutôt une opportunité. Parce que en vrai, une réflexion sur les procédures internes et sur l'organisation qu'on a autour de la notion de facturation, peut quand même vous permettre de gagner du temps, de partir sur des outils, sur lesquels, finalement, il y a peut-être un coût, différent de celui que vous avez aujourd'hui, mais vous allez, gagner du temps humain, sur la saisie d'informations. Vous allez peut-être pouvoir mieux suivre toute la partie achat-vente et donc on va arriver sur cette notion, de gain de productivité. Des choses vont pouvoir se faire de façon automatique. Voilà, donc nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on vous connaît quand même pas mal. Alors on ne sait pas tout, sur vous et c'est pour ça que le diagnostic est important aussi, c'est qu'on va pouvoir vous poser des questions, qui ne sont pas en lien direct avec la comptabilité, qui sont plutôt du pratico-pratique sur votre organisation qu'on ne connaît pas toujours. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est sur le sujet depuis un certain nombre de mois. On a audité un certain nombre de solutions de facturation, un certain nombre de PA. On fait le point aussi avec nos confrères, on a l'ordre des experts comptables qui, nous accompagnent aussi là-dessus. Ce qui fait qu'on sait quand même de quoi on parle, et on peut vous aider à faire les bons choix. Et dans l'accompagnement qui pourra être proposé aussi, au-delà de la partie, diagnostic, et assistance dans, l'évolution de vos procédures, on a aussi un volet assistance administrative parce qu'on est conscient que tous nos clients vont pas tous réussir à prendre le pli de la facture électronique, et certains vont vouloir, garder leur méthode actuelle, leur fonctionnement, leurs procédures, rien changer et nous, en fait, on va pouvoir être là aussi pour transposer leurs données de facturation dans le format attendu par l'administration fiscale et du coup, voilà, avoir un service, d'assistance administrative en ce sens.
pense qu'on a fait le tour. Niveau timing, on est, 3 minutes d'avance sur, ce qui avait été annoncé. On va regarder les questions qui nous ont été posées. Donc on en a une première sur cette notion de si je fais une facture à un particulier, est-ce qu'il va devoir aller la chercher sur une plateforme? Alors non, les clients particuliers, et c'est pour ça qu'on a 2 tuyaux différents, ils vont pas avoir une plateforme sur laquelle aller chercher leurs factures, sauf si ça fait partie de votre fonctionnement. Alors oui, on pourra toujours aussi, c'est peut-être un élément qu'on n'a pas mentionné, mais vous aurez toujours la possibilité d'imprimer papier, d'envoyer par email votre facture, surtout pour un particulier. Même dans le cas de la restauration, comme on mentionnait, le seuil, en dessous du seuil, si, un professionnel vient manger chez vous et vous demande, un ticket de caisse parce qu'il va se le faire rembourser en note de frais, ou on parlait de l'achat de vis, en quincaillerie, et finalement, le professionnel ne veut pas son invoicing ou se déclare pas, en tout cas en tant que professionnel, il demande juste un ticket de caisse. Le ticket de caisse sera toujours sortable et sera toujours exploitable dans le cas de notes de frais. Ça, on est sur un autre cas de figure, mais sera toujours possible de l'imprimer et voilà. En tout cas, heu, les particuliers n'ont pas d'obligation d'avoir une plateforme et voilà, c'est vraiment C'est lié pas aux prévu. professionnels, C'est c'est pas les prévu pour entreprises. eux. Donc, si aujourd'hui vous envoyez votre facture par mail à votre client, particulier, ou si vous imprimez une facture à votre client particulier, ça ne changera rien. Par contre, si vous avez déjà un système de plateforme, comme on peut avoir avec EDF, ou, nos opérateurs de téléphonie qui, même nous, en tant que particuliers, nous disent: «Votre facture est disponible sur la plateforme», c'est aussi un fonctionnement qui est possible. Mais ce n'est pas une plateforme agréée, c'est votre fonctionnement interne qui dit que, voilà: «Je n'envoie pas par mail mes factures». Mais moi, en tant que particulier, je repartirai de Leroy Merlin avec mon ticket de caisse. Je repartirai de Leroy Merlin avec ma facture si j'ai besoin de me faire une facture, ça changera rien sur cet aspect-là. Hem, on avait une question sur, alors on a des clients qui sont, sur, certains outils, on a des clients qui sont sur Isanet. Alors Isanet et d'autres, la plupart du temps, les outils qu'on vous a préconisés, c'est des outils sur lesquels on avait déjà travaillé avant. Donc on a du Isanet, on a du Mail, on a du Dext, on a du Pennyline. Tous ces outils-là, sont des outils qui sont déjà prêts pour la réforme de la facture électronique et qui n'ont plus besoin seulement que d'être branchés à une plateforme. Aujourd'hui, quand vous utilisez vos outils, vos factures, elles partent par mail depuis l'outil. On n'est pas encore venu brancher le tuyau de la plateforme pour venir émettre les factures. Et voilà, ces outils sont prêts, et sont des outils qui passeront, sans le moindre souci, le cap de la réforme de la facture électronique. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions. Ah oui, voilà, sur, l'obligation d'avoir un logiciel de caisse. Alors, pour faire le diagnostic, en fait, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un logiciel de caisse, heu, puisqu'en fait, l'objet du diagnostic, c'est justement de venir étudier l'existant chez vous. Comment vous êtes organisé? Comment vous fonctionnez? Quels sont vos outils? Donc si vous n'avez rien, si vous faites, un fichier Excel pour suivre votre caisse ou une caisse sur un cahier papier, ça ne au contraire, ça ne vous empêche pas de faire l'audit et le diagnostic. Nous, justement, on pourra faire ce diagnostic pour venir, vous dire, bah, quelle solution de caisse pourrait être adaptée à vos usages, à vos pratiques, à quel tarif pour, éventuellement changer votre organisation. Et je crois que ce qu'on mentionnait, c'est finalement, les personnes qui font, papier, ça sera pas interdit en soi. C'est juste que ça vous rajoutera cette obligation de faire vous-même les déclarations sur le site, des impôts par tous les 10 jours dans le cas des transactions et mensuellement rajouter enfin la déclaration de TVA si c'est nous qui la faisons, ça continuera comme ça. Mais c'est juste que ça rajoute cette lourdeur administrative de si vous n'êtes pas sur une caisse qui est automatisée, branchée, ça demande de le faire vous-même manuellement ou d'aller sur un ordinateur pour faire la saisie ou quelqu'un d'autre si c'est, nous que vous déléguez, la mission. Mais voilà, il y a dans l'organisation, l'optimisation des processus, c'est sûr qu'avoir, la dernière génération de caisses, version iPad facilitera beaucoup de choses, quant au reste des process. On a une question du coup sur, toujours ces factures aux particuliers. Donc quand je vais émettre une facture, à un particulier,
elle partira pas dans le tuyau, du e-invoicing. Heu, en fait, elle ne pourra pas partir puisque dans ce tuyau du e-invoicing, c'est la notion de sirène, enfin de SIRET même, de l'entreprise. Votre client particulier, il y aura pas de SIRET renseigné, donc tout seul, si vous avez un logiciel de facturation, en fait, le fait de rentrer un client professionnel, vous avez l'obligation de venir renseigner son sirène, et donc ça partira dans le tuyau, e-invoicing puisque ça saura que ça viendra interroger, l'annuaire des entreprises pour voir, bah, OK, quelle est la plateforme de sirène-là et ça ira la balancer sur la plateforme de votre client. Si c'est un particulier, vu qu'il y aura pas de sirène, il partira pas ce flux dans le tuyau du e-invoicing. Donc si votre outil est bien branché, ça viendra tout simplement, se mettre dans un canal dédié au e-reporting. Les données s'agrégeront à la DCAD et quand la DCAD sera terminée, on aura, le montant à déclarer sur mon e-reporting de transactions. Heu, on a des questions par rapport à des outils spécifiques, donc on a quand même beaucoup d'outils, qui sont très utilisés. Là, on a une question par rapport à Shopify. Heu, un certain nombre d'outils majeurs du marché, n'ont pas d'autre choix que de se mettre aux normes pour pouvoir répondre, aux attentes de la facture électronique, puisque s'ils ne font pas ça, ce sont des outils qui sont voués à disparaître. Donc voilà, on a beaucoup d'outils qui sont prêts. La question, c'est quelle est la plateforme qui est prévue pour venir se brancher à mon outil? Et c'est sur ce point-là que, bah, on n'a pas forcément toutes les réponses puisqu'on n'a pas forcément, contacté non plus tous les éditeurs pour se poser cette question. Et voilà, l'outil est peut-être prêt pour, la réforme, mais il faut se poser la question de quelle est la plateforme prévue par Shopify ou peu importe mon éditeur, mais et quel modèle tarifaire, que propose cette plateforme? Et encore une fois, on insiste peut-être sur, ce diagnostic, mais voilà, nous on peut vous accompagner, puisque, bah, votre éditeur de logiciel, vous racontera un peu ce qu'il a envie de vous raconter et nous, on sait poser les questions, qui fâchent et venir, contrebalancer un discours commercial, de certains éditeurs pour l'avoir vécu, qui vendent un peu du rêve sur le fonctionnement des plateformes. Voilà, nous, c'est rester terre à terre et poser des questions pratico-pratiques. Je vois qu'il y a une question sur le fait de retirer sa facture et quel PA. Hem, alors chaque entreprise aura sa propre, plateforme agréée. Donc le fournisseur cible fournissez une prestation ou une vente de biens, vous enverrez votre facture, enfin, vous saisirez votre facture dans votre logiciel ou, sur votre caisse qui sera reliée directement à votre plateforme agréée, en fait. Il n'y aura pas déjà de démarche supplémentaire à faire vu qu'on aura enfin, tout sera branché en quelque sorte. Il y aura, ça communiquera, il y aura, transmission de données. Et vous n'avez pas à vous poser la question de quelle est la plateforme agréée de votre client parce que lui-même aura sélectionné la plateforme qui lui correspond et les plateformes communiqueront entre elles. Donc voilà, en tout cas, il y aura pas le client n'aura pas besoin de se poser la question sur quelle plateforme se connecter parce qu'il aura choisi sa plateforme. Chaque entreprise aura sa propre, plateforme. Il y aura pas besoin de se connecter, sur différentes plateformes. C'est en ça que cette réforme va faire gagner du temps. C'est qu'aujourd'hui, on en revient toujours aux opérateurs de téléphonie et aux fournisseurs d'énergie pour recevoir un mail qui dit qu'il faut aller sur leur plateforme chercher la facture. Demain, 1er septembre 26, quand vous aurez choisi votre plateforme à vous, finalement, ça viendra récupérer tous ces flux qui aujourd'hui arrivent de plein de façons différentes, par mail, courrier, sur des plateformes, sur la plateforme que vous aurez désignée en mettant votre plateforme. Erika Pluriel Mérignac aura choisi sa plateforme et toutes les factures faites pour Erika Pluriel Mérignac arriveront sur la plateforme qu'on aura désignée. Donc voilà, ça fait partie de la simplification. Alors on a beaucoup de questions. Alors la question des périodes de congé, par rapport aux déclarations, donc je crois qu'on avait cherché, donc autant pour les déclarations de TVA, il existe la notion d'acompte congé, hein, quand, les entreprises sont fermées et que les cabinets comptables, en profitent en général pour fermer aussi. On fait un acompte congé, pour la TVA pour, bah, dire que, bah, sur le mois d'août ou sur le mois de juillet, il y aura peut-être pas de déclaration, mais on l'a fait en anticipé. Aujourd'hui, c'est pas écrit noir sur blanc dans les textes, mais c'est une évidence qu'on ne va pas pouvoir, enfin, ce serait pas très cohérent non plus de la part de l'administration fiscale d'autoriser des acomptes projets sur la TVA
et de rendre une obligation, sans faille, sur la partie e-reporting, notamment pour ceux qui sont à la décade. Heu, Vous aurez toujours le droit, d'avoir une fermeture, de l'entreprise, et ça fait partie, je pense, des choses qui vont continuer à arriver, notamment avec la mise en place des fast tests. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues, mais pas tout, et on a encore certaines questions finalement pour lesquelles on n'a pas les réponses. Hem, alors il y a beaucoup de questions qui, concernent la partie tarification, de notre part. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore arrêté, de tarification. Vous avez bien compris qu'on a de 12 déclarations de TVA pour certains, on va passer à 60 déclarations. Aujourd'hui, toute la partie e-reporting ne fait pas partie de nos missions, puisque c'est une mission qui, aujourd'hui, n'existe pas. C'est une mission que vous pourrez nous confier. On n'a pas défini de tarification puisque finalement, Ce sera à partir de septembre 2027. voilà, ce sera septembre 2027, donc on a encore le temps de voir venir. On a encore le temps de voir, concrètement comment ça va fonctionner, et j'ai envie de dire que ce sera un peu du cas par cas en fonction du fonctionnement qui aura été mis en place chez vous. Parce que vous vous doutez bien que si vous n'avez pas de solution de caisse, que vous faites manuellement et qu'il va falloir aller récupérer, le chiffre d'affaires de chaque transaction, de chaque article, ce ne sera pas la même chose que si on a des systèmes qui sont capables de communiquer entre eux et qui donnent accès à des données de transaction beaucoup plus facilement. Donc rien n'est arrêté, à ce niveau-là, et ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on avance, mais on a du temps encore. Et j'ai envie de dire, on aura aussi une année de recul, vu que c'est surtout les grandes entreprises qui sont soumises un peu à une année de testing, une année où elles-mêmes vont être dans cette pratique du e-reporting et du, e-invoicing d'émission, où là, on a un peu une année un peu tampon, surtout si, vous êtes plutôt qu'en TPE et donc non concerné par, l'obligation d'émission à partir de septembre 2026. Ce qui est, je crois, la plupart de nos clients. On a une question aussi du coup sur, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite maintenant? Donc, Maxime vient de le dire, vous, sur la partie émission, on a quand même un peu le temps de voir les choses venir. Pour autant, il va falloir désigner une plateforme pour pouvoir recevoir les factures en septembre 2026. Vous avez reçu, je pense, un certain nombre d'emails vous relançant pour des mandats de préconsentement. C'est tout simplement donner pouvoir au cabinet comptable pour vous inscrire sur l'annuaire de la DGFiP pour venir dire: «Mon client, Céline Roscastro, il a choisi la plateforme bidule», et il est identifié comme étant plateforme bidule pour tous les tiers qui vont pouvoir lui envoyer des factures. Donc ça, c'est une obligation pour septembre 2026. Hem, la plupart d'entre vous, a signé le mandat et nous l'a retourné. Heu, mais c'est ça finalement, la première action à mener, c'est choisir sa plateforme sur la partie réception, et ça va être à nous de choisir avec vous la plateforme idéale pour recevoir les factures. Encore une fois, ça va dépendre un peu de l'organisation et des outils que vous avez déjà, actuellement. Oui, il y a une question sur le fait du e-reporting, ce n'est pas en place à partir de septembre 2026. Non, ce sera septembre 2027 sur l'émission. Encore une fois, On va peut-être si vous êtes, dans le cap de la TPE, en effet, TPE-PME, je vais préciser. Néanmoins, peut-être, la chose à rappeler, c'est que finalement, on est sur le même processus. Si vous sélectionnez bien votre plateforme agréée pour la réception, ce sera la même pour l'émission. Donc c'est en fait, ce qu'on espère en tout cas, c'est vous sensibiliser sur, ce processus de réflexion, vous avez le temps encore de bien choisir, de mettre en place, de changer peut-être des process internes, mais peut-être que c'est aussi, un luxe qu'il faut exploiter et prendre le temps de tous ces changements pour, aussi, sensibiliser le personnel parce que c'est vrai qu'on dans le cas d'usage de la restauration, on s'est dit, il y a quand même, ça va changer pas mal de choses en pratique, parce que pour envoyer une facture électronique, ce qu'il faudra, ce sera le sirène de l'entreprise, par exemple. Donc votre, serveur potentiellement en finalisant sa facture, il va devoir, rajouter le sirène de l'entreprise. Donc il y a quand même pas mal de petites choses, sur lesquelles faut, se rendre compte des changements,
La sélection de la plateforme agréée, bah, il va falloir l'avoir déjà dès septembre pour la réception et du coup pour l'émission pour, l'année d'après. C'est vrai que on est dans un processus de changement. Il vaut mieux prendre le train maintenant. On peut faire le choix d'avoir une plateforme différente pour recevoir les factures, qui serait la plateforme qu'on vous aura conseillée parce qu'elle répond à toutes les cases et elle a un modèle tarifaire qui nous paraît cohérent et avoir une autre plateforme pour la partie émission parce que c'est celle qui est capable de venir se brancher à mon outil et qui rend, les choses, fluides, mais qui a peut-être un modèle tarifaire qui est pas aussi intéressant et voilà, de se dire: «Bah, je fais le choix d'en avoir 2 différentes, une pour recevoir, une pour émettre, c'est aussi une possibilité. On a une question et je pense qu'après on va s'arrêter là. De toute façon, des questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, qu'on a sur le chat pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse, on viendra les ajouter à la foire aux questions, donc elles seront sur le site internet et vous pourrez aller voir les réponses. Donc la dernière de ces questions, c'est par rapport aux fournisseurs étrangers ou intracom. Donc la réforme de la facture électronique, aujourd'hui, elle concerne le B2B en France, vos fournisseurs étrangers, n'auront pas d'obligation, n'auront pas à déposer du coup sur la plateforme les factures. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de plateformes qui proposent, par exemple des adresses mail de récupération et pour vous, pour simplifier, votre gestion, on peut aussi s'imaginer donner cette adresse mail de collecte à vos fournisseurs étrangers et européens de façon à ce que sur votre plateforme, vous ayez vraiment l'intégralité de vos flux de facturation. Mais eux, finalement, ne sont pas concernés. En 2030, par contre, vu qu'il y a cette directive européenne, tout ce qui est, facturation entre entreprises, européennes arriveront aussi à terme sur les plateformes. 2030, on a le temps de voir venir. Voilà, on va s'arrêter là. Merci, à tous. Merci, pour les questions. Donc, comme on l'a dit plus tôt, le replay, sera envoyé par mail. Vous devriez l'avoir demain avec le support et donc la foire aux questions qui sera mise à jour dans les jours qui suivent avec, l'ensemble des questions auxquelles on a répondu et auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre. Merci, Moi, merci à vous. bonne journée à tous et à très vite. Au revoir.